Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de Viktor Frankl et puis après nous verrons les exercices de respiration. Viktor Frankl est né à Vienne le 26 mars 1905. Enfant surdoué qui s'intéresse dès l'adolescence à la philosophie et à la psychologie. Il donne sa première conférence sur le sens de la vie à l'âge de 16 ans en 1921, c'est dire la précocité de ce jeune homme et l'importance de ce thème du sens de la vie qui ne le quittera jamais. Il publie alors ses premiers articles. Étudiant en médecine, il s'intéresse de près à la psychanalyse, correspond avec Sigmund Freud et rejoint le cercle de la psychologie individuelle d'Alfred Adler, à qui l'on doit la notion de complexe d'infériorité. Son attrait pour ces disciplines n'est pas seulement intellectuel, Frankl s'engage aussi par des actions concrètes dans un souci de son semblable exposé à la souffrance psychique. La pensée de Viktor Frankl s'enracine rapidement dans une solide expérience auprès des malades souffrant de troubles psychologiques ou psychiatriques. Encore étudiant, il organise des lieux de consultation gratuite pour des jeunes en crise, il agit pour la prévention du suicide et donne des cours d'hygiène psychique. Un début de parcours vraiment étonnant. Puis, il commence à pratiquer la psychiatrie au sein de l'hôpital de l'Université de Vienne, où il dirige durant 3 années un pavillon de femmes suicidaires et acquiert ainsi une forte expérience dans le domaine. Il ouvre ensuite un cabinet spécialisé en neurologie et psychiatrie. Malheureusement, l'occupation de son pays par les armées hitlériennes va lui contraindre à ne plus soigner que des patients juifs et il va alors diriger le département de neurologie à l'hôpital Rothschild à Vienne. Il va y falsifier avec courage des documents médicaux pour permettre à des malades mentaux d'échapper à l'euthanasie, c'est dire là aussi son engagement. En 1942, après avoir renoncé à quitter son pays pour les États-Unis afin de rester auprès de ses parents, eh bien, malheureusement, il est déporté ainsi que sa famille dans le camp de concentration de Theresienstadt. Puis il devra partir pour Auschwitz le 19 octobre 1944. Dépouillé dans les camps de son premier manuscrit sur la logothérapie, il lutte avec acharnement contre le typhus, une maladie qui aurait dû l'emporter. Terrassé par la fièvre, il tente de réécrire son texte sur des petits bouts de papier et cette volonté de reconstituer à tout prix ce travail l'aide à surmonter l'infection. Il reste étroitement en relation de cœur avec son épouse, transférée dans un autre camp, et porte secours aux autres prisonniers, les aidant à ne pas perdre espoir. Rescapé des camps de la mort, il retourne à Vienne, apprend la disparition de ses proches au sortir de cette terrible épreuve. Il découvrira d'ailleurs plus tard que son épouse est décédée juste au moment de la libération des camps. Traumatisé, profondément meurtri, épuisé, il dicte sans relâche durant 9 jours consécutifs le manuscrit Un psychiatre déporté témoigne. Des secrétaires se relaient tour à tour pour dactylographier le texte et ce livre, acheté par un éditeur ou une bouchée de pain sans concéder de droit d'auteur, sera un véritable best-seller vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Frankl embrasse à nouveau la carrière de médecin et soutient parallèlement un doctorat de philosophie sur le Dieu inconscient. Il poursuit une brillante carrière, dirigeant la polyclinique de neurologie de Vienne pendant près de 25 ans, publiant de nombreux ouvrages, enseignant comme professeur de neurologie et de psychiatrie à l'Université de Vienne et comme fondateur de la logothérapie à travers le monde. Il s'éteint le 2 septembre 1997. Des instituts ou des associations de logothérapie sont présents à travers le monde dans une trentaine de pays. Les livres de Frankl sont traduits en 32 langues. Ce riche parcours montre le terreau dans lequel a germé la logothérapie, dont les liens avec la psychiatrie, mais aussi la philosophie sont étroits. Plus profondément encore, il existe chez Frankl une authentique préoccupation pour la souffrance des personnes atteintes d'affections mentales, pour la prévention de cette souffrance ou, lorsque c'est possible, sa guérison, alors que même que tout aussi précocement, Frankl se trouve happé par la question du sens de la vie et par des questionnements plus philosophiques. En réalité, ces deux champs se fécondent réciproquement. La méthode de l'intention paradoxale s'inscrit dans cette trajectoire à la fois originale et fertile.
Nous allons voir à présent une méthode de gestion de l'angoisse par la respiration. Nous allons rentrer dans le corps de ce soin qui est l'intention paradoxale en commençant par ces questions d'exercice de respiration qui sont très importants et c'est pour ça que je l'ai choisi de vous les présenter avant de poursuivre les explications sur la méthode de l'intention paradoxale car ils sont indispensables. D'autres thérapeutes pourraient préférer par exemple des méthodes de relaxation, c'est le cas de Frankl qui avait fait ce choix, mais je vous indique ces exercices parce qu'ils sont très simples et qu'ils seront particulièrement utiles lors de vos entraînements d'intention paradoxale. Pourquoi s'intéresser à la respiration? En réalité, le système cardio-respiratoire est fortement impliqué, par exemple au cours de l'attaque de panique ou d'une façon générale dans le stress. Il faut en comprendre l'origine. Face à un danger réel, le corps s'adapte en particulier dans la perspective d'une fuite. Par exemple, si vous vous retrouvez en pleine brousse face à un lion, votre peur, tout à fait légitime, va s'accompagner d'une accélération de votre cœur, de votre respiration, afin de préparer votre organisme à une éventuelle fuite ou éventuellement au combat. Dans l'angoisse, ces modifications physiologiques liées à la peur vont également se produire, mais elles n'ont plus d'utilité et vont contribuer à intoxiquer votre organisme. Par exemple, une hyperventilation prolongée peut aboutir à une crise de tétanie. Ici, ces réactions adaptatives face à la peur sont néfastes et tournent en boucle. Il existe plusieurs solutions pour lutter contre ces effets. Vous connaissez sans doute celle qui consiste à respirer dans un sac lors des crises de tétanie. Il s'agit ici précisément de lutter contre les effets physiologiques de l'hyperventilation, c'est-à-dire le fait de respirer trop vite. Je ne vous en parlerai pas et vous pourrez en cas de besoin trouver des informations sur cette méthode sur Internet. Cette méthode est utile, mais elle est quand même assez peu discrète et il me paraît préférable de disposer de moyens moins ostensibles que personne ne va remarquer quand vous les utilisez. Et je vais ainsi vous parler d'une première méthode dite de blocage respiratoire qu'il faut réserver pour le traitement des attaques de panique, la fameuse crise d'angoisse. Je vous conseille bien évidemment, si vous avez des crises d'angoisse, de pratiquer cette méthode avant de l'utiliser dans une crise. Vous serez plus à l'aise, il faut vous entraîner pour cela et vous serez plus à l'aise pour garder le contrôle. De quoi s'agit-il? Le principe du blocage respiratoire est simple. Après 3 respirations ordinaires, vous bloquez la respiration à la fin de l'inspiration pendant 5 à 10 secondes, puis vous reprenez 3 respirations ordinaires et vous bloquez à nouveau la respiration en fin d'inspiration, puis encore 5 à 10 secondes, puis vous reprenez une 3e respiration, et ainsi de suite. Vous allez rebloquer la respiration 5 à 10 secondes, toutes les 3 respirations, jusqu'à ce que la crise d'angoisse s'apaise. Alors, nous n'utiliserons pas particulièrement cette méthode, mais je vous la mentionne et je vous l'indique car elle est simple et peut permettre une bonne gestion des attaques de panique si vous en avez. En revanche, je vais vous demander dès à présent d'introduire dans votre vie une autre méthode de respiration qu'il vous faudra pratiquer sans relâche, très régulièrement, 3 fois par jour, tous les jours. Alors bien, les gens ont souvent du mal, mais il faut utiliser cette méthode, c'est important. Il s'agit de la cohérence cardiaque. Cette méthode agit un peu comme un médicament. Si vous la pratiquez régulièrement à cette fréquence, 3 fois par jour, au moins 3 à 5 minutes, soit 10 à 15 minutes par jour, et il est possible bien sûr d'en faire davantage de séances. Alors après 2 semaines d'entraînement régulier, 3 fois par jour, la cohérence cardiaque va avoir un impact sur votre organisme, contribuant notamment à réguler le taux de cortisol, cette hormone fortement impliquée dans le stress. En quoi consistent ces exercices respiratoires de cohérence cardiaque? Eh bien, il s'agit de respirer à une fréquence assez lente, plus lente que celle de la respiration ordinaire. Son rythme est précis, 5 secondes pour l'inspiration et 5 secondes pour l'expiration, ou 4 secondes pour l'inspiration et 6 secondes pour l'expiration. Il y a d'autres rythmes encore possibles. Dans l'idéal, il est préférable d'avoir une respiration de type abdominal, mais si vraiment vous ignorez comment vous y prendre pour respirer de cette manière, eh bien, respirez selon votre habitude. En revanche, pour ne pas vous fatiguer ni provoquer de petits étourdissements, au demeurant sans gravité qui ne doivent pas vous inquiéter,
il faut veiller à ne pas augmenter ou le moins possible votre volume d'air inspiré, ce qui suppose inspirer plus lentement que d'ordinaire, tout doucement. En effet, lorsque vous respirez normalement, vous allez prendre votre air en général sur 2 secondes au maximum. Et là, il va falloir prendre l'air, la même quantité d'air, sur 4 ou 5 secondes, ce qui suppose contrôler le mouvement de votre diaphragme, ce muscle qui a l'effet d'un soufflet sur vos poumons pour faire entrer et sortir l'air. Alors au début, vous aurez peut-être tendance à prendre tout l'air d'un bloc sur les 2-3 premières secondes, comme dans votre respiration ordinaire, et cela va vous conduire à continuer à gonfler vos poumons, et vous allez inspirer plus d'air que d'habitude, et vous risquez de vous fatiguer, et peut-être que vous aurez ces petits étourdissements au bout d'une 5 minutes. Pour vous aider, vous pouvez rechercher des vidéos ou des applications sur Internet qui vous aident qui vous proposent une petite boule qui monte et qui descend et qui vous aide à respirer au bon rythme. Inutile, à mon avis, de choisir des applications payantes. Il vous suffit d'aller voir sur YouTube ou sur un moteur de recherche et vous trouverez ces vidéos. Ou bien encore, si vous possédez un téléphone portable, eh bien vous pouvez télécharger diverses applications. Je conseille volontiers l'application Respire Relax qui vous permet de régler vos paramètres et vous pouvez choisir le mode équilibre, 5 secondes pour l'inspiration, 5 secondes pour l'expiration, ou le mode apaisé, 4 secondes d'inspiration, 8 secondes expiration. D'autres applications sont donc également disponibles, mais attention, certaines sont payantes, donc ça ne me paraît pas utile. Et si vous ne possédez pas de téléphone ni d'ordinateur, afin de vous aider à bien rester fidèle à ce rythme particulier, vous pouvez tout simplement utiliser une montre ou une pendule murale si elles sont équipées d'une trotteuse, et alors vous allez inspirer, expirer en vous déplaçant sur le chiffre des heures. Par la suite, vous pouvez aussi compter dans votre tête en calculant les secondes écoulées comme suit: 1 et 2 et 3 et 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et ainsi de suite, ce qui vous donne le rythme à peu près des secondes du fait d'avoir introduit ce « et » entre chaque nombre. Voilà, je vous conseille de vous entraîner dès aujourd'hui. Ouvrez votre téléphone portable ou votre ordinateur ou encore placez-vous devant votre pendule ou votre montre. Par la suite, lorsque nous parlerons de l'intention paradoxale, il est fort probable que l'évocation de phobies, d'obsessions ou de compulsions qui ressemblent à celles dont vous souffrez vous stresse et fasse monter l'angoisse en vous. Eh bien, il faudra veiller à appliquer la cohérence cardiaque dès que le niveau d'angoisse aura atteint 4, 5, 6 et apaiser votre montée d'anxiété. En effet, évoquer vos troubles est toujours susceptible de provoquer l'angoisse. La cohérence est là dans l'application de notre méthode de l'intention paradoxale pour vous aider à supporter ces désagréments, malheureusement inévitables si vous voulez progresser, mais qui doivent être limités et contrôlés au fur et à mesure qu'ils se présentent. Laisser monter trop fortement l'angoisse aurait un caractère désorganisateur néfaste qui ne vous aiderait pas à progresser, bien au contraire, et qui risque de vous décourager. Je compte donc sur vous pour ne pas laisser l'angoisse monter au-delà du niveau que je viens de vous indiquer et pratiquer cette cohérence cardiaque régulièrement pour pouvoir mieux gérer vos moments d'anxiété, mais également mieux gérer aussi votre stress qui intoxique votre organisme. Voilà, je vous remercie.